Mais au-delà du travail sur le rôle de la France, je crois qu'il y a un travail considérable à faire en sociologie sur ce génocide. C'est le génocide le plus sophistiqué auquel nous avons eu à faire face. Il y a encore des gens qui pensent que c'est un massacre de sauvages, mais c'est d'une complexité inouïe. Avoir tué 10 000 personnes par jour pendant 100 jours. Il faut une organisation qu'on ne connaît nulle part ailleurs. Personne n'a été capable de faire ça. Les pires nazis n'ont pas réussi à faire ça. C'est incroyable ce qui s'est passé en Rwanda. Et je pense que, au-delà du rôle de la France, qu'il faut qu'on règle, hein, mais ça c'est un sujet pour les Français, quoi. Il faut qu'on vive avec. Mais après, il faut qu'on s'intéresse à comment ça a pu avoir lieu. Pour moi, ça a été une œuvre totalement préméditée et organisée. Je vais vous raconter juste une histoire, parce qu'elle ne cesse de m'interroger. Là, je ne suis pas témoin, je m'intéresse au sujet. Il se trouve qu'au début de ma carrière, j'ai expérimenté les missiles portables antiaériens pour l'armée française. Donc j'ai tiré des SAM-16, des Stinger, des Mistral. Je les ai utilisés en opération, enfin, mes équipes en ont utilisé en opération, et j'ai détruit en opération des équipes qui en ont utilisé. Je connais bien leur utilisation. Il se trouve que les juges Pou et Trévidic en France qui ont demandé une expertise sur le tir contre le président Habyarimana m'ont demandé de lire leur rapport, parce qu'à un moment il a été très décrié, on disait que c'était n'importe quoi, le rapport est remarquable. Il manque juste la conclusion opérationnelle. C'est regrettable, mais ils n'ont pas pensé à demander, au-delà des scientifiques, de demander à des opérationnels d'expliquer comment on utilise ces missiles. Alors vous savez, il n'y a qu'une seule conclusion. Donc, en fait, c'est une non-question. Qui a tiré ces missiles? Des extrémistes Hutus. Parce qu'ils ont tiré du camp militaire de Kanombe, dans lequel il y avait les unités d'élite des forces gouvernementales. Or, quand vous tirez de nuit 2 missiles, d'abord, il y a une flamme d'à peu près 100 mètres derrière. Et après, il y a un nuage phosphorescent qui reste en place pendant 2 à 3 minutes et qui indique comme un doigt dans la nuit où est le tireur. C'est impossible d'en échapper. Qui d'autre que des proches des forces gouvernementales pouvaient tirer du camp de leur pire ennemi en sachant qu'ils n'avaient aucune chance de ne pas être vus? Voilà, juste, c'est un non-sens. Enfin, je veux dire, quand je vois le débat qu'il y a eu pendant 25 ans autour du sujet, excusez-moi, mais enfin, il suffit de connaître ces missiles pour savoir que les seuls qui ont pu tirer à cet endroit, ce sont des équipes proches des extrémistes Hutus. Le cas inverse est impossible. Alors après, tout ce qui est troublant, c'est la disparition de la boîte noire. Je connais le général qui s'en est occupé. Le fait que François de Grossouvre, conseiller Afrique du président de la République, se suicide le lendemain, à l'Élysée, une simple coïncidence. Voilà. Mon appréciation, mais ça n'est qu'une appréciation personnelle, c'est que les Français, au mieux, ont laissé faire l'assassinat du président Habyarimana, parce qu'à l'époque, la DGSE exerçait une surveillance extrêmement attentive sur toutes les équipes qui avaient des missiles portables. Alors un missile, contrairement à l'image qu'on peut avoir, on ne la met pas dans un sac à dos. En fait, c'est un tube de 2,50 m de long qui pèse 80 kg quand il est sous container, et quand on en apporte 4, d'autant qu'à mon avis, il venait d'Europe de l'Est avec une équipe de tireurs qui avait dû être recrutée là-bas, c'est compliqué de passer inaperçu au Rwanda. Au mieux, les autorités françaises ont été alertées, au pire, elles ont joué un rôle dans on met le feu et on va l'éteindre immédiatement. Parce qu'il y a un ancien général français qui commandait le premier RPIMA qui raconte à qui veut l'entendre que 2 heures après l'assassinat du président Habyarimana, il est prêt avec son régiment à décoller pour partir au Rwanda et qui ne comprend pas qu'on ne lui donne pas la confirmation de l'ordre. Mais toute personne qui a connu une unité militaire sait que c'est impossible d'organiser une chose pareille sans avoir été prévenu. Moi, ce que je crois, mais ça n'est que mon sentiment, c'est que il y a eu une faction extrémiste proche du pouvoir français qui a laissé faire, ou peut-être un peu poussé du pouce, cet assassinat, avec l'idée, non pas de déclencher un génocide, mais déclencher le chaos à Kigali, d'intervenir immédiatement pour remettre en place le gouvernement qu'on aurait choisi. Ils s'en foutent du Rwanda. D'ailleurs, ça n'a jamais été leur sujet, les Français. Le Rwanda, ils s'en tapent. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils ont déclenché le dernier génocide du XXe siècle.
Et quand ils s'en aperçoivent, qui peut le dire? Ah, vous savez ce qu'on a fait? En fait, on a foutu un incendie, mais en réalité, c'est les Twin Towers aux États-Unis. C'est un drame qu'on a déclenché. Et à partir de ce moment-là, s'enclenche une mécanique terrible en France. C'est celle du déni, c'est le mensonge. Qui peut reconnaître qu'il a mis le feu aux poudres? Et là, on commence à verrouiller les archives. C'est incompréhensible, une opération humanitaire. On va classifier les archives, on aurait dû les ouvrir depuis 25 ans aux chercheurs du monde entier pour leur montrer ce que la France avait fait de bien. Nous avons joué un rôle terrifiant. Voilà. Mais ça n'est qu'une interprétation personnelle qui n'est étayée sur rien d'autre que ma faible connaissance de ce sujet. Je rappelle que je n'étais pas à Kigali le 6 avril. D'accord, je ne parle que de ce que les juges ont bien voulu me montrer.